Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de l'Écho sur France 24. Nous sommes à Davos et mon invité est le directeur général de la Société Générale, Frédéric Oudéa. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes un habitué de Davos. Que pensez-vous de la diplomatie, de l'attractivité du président Emmanuel Macron? D'abord, je pense que tous les pays cherchent aujourd'hui au fond à être attractifs pour attirer des investisseurs, créer donc derrière des emplois. C'est efficace? Alors je pense que c'est une bonne chose que la France effectivement, elle-même se présente comme un territoire attractif. Mais est-ce que c'est efficace? Écoutez, d'abord, à en juger par... je pense que vraiment que la France, aujourd'hui, est vue comme un pays qui est en avant, à la fois politiquement, mais économiquement. Et les réformes qui viennent d'être faites, par leur ampleur, sont vues, effectivement, par les investisseurs étrangers comme des vrais... Donc, quelle réforme? Celle du Code du travail, celle de l'ISF le Code du travail, et puis, bien sûr, toute la réforme fiscale. Et ensuite, les réformes à venir. Donc la taxe sur le capital, par exemple, c'est bon pour les investisseurs? C'est important, exactement. Les investisseurs, c'est qui? C'est des gens qui vont mettre du capital pour acheter des usines, des biens d'équipement, créer des emplois. C'est important pour eux de savoir s'ils seront effectivement fiscalisés en France comme en Allemagne, en Italie ou ailleurs. Donc c'est important d'être compétitif d'un point de vue de la fiscalité. C'est évident. Et c'est ce que fait Emmanuel Macron aujourd'hui. C'est évident. La France profite-t-elle du Brexit, finalement? D'abord, je pense qu'aucun pays européen, fondamentalement, ne profite du Brexit. C'est dommage, évidemment, que ce vote fasse que la Grande-Bretagne quitte l'Union européenne. Première chose. Deuxièmement, ensuite, ça impose aux pays d'Europe continentale de réfléchir à ce qu'ils veulent devenir, et notamment aux pays de la zone euro. Donc c'est aussi une forme... Merkel disait finalement, ça nous a réveillés. Oui, les Européens. C'est une forme d'opportunité pour effectivement réveiller les gouvernements et leur dire il faut aller plus loin. Est-ce que vous avez pensé, vous, à transférer une partie des équipes qui sont à Londres, de la Société Générale, à Paris? La première des choses, ce qu'on se dit, c'est que pour les services financiers, il faut avoir une vision stratégique, puisque la principale place financière européenne s'apprête à quitter le marché unique des services financiers, il faut qu'il y ait une réflexion de l'Europe continentale, de la zone euro, sur ces services financiers de demain. Ensuite, il y a des conséquences... plus global que juste la Société Générale. Bien sûr, c'est le premier enjeu, pour avoir un financement de l'ensemble de l'économie, pour avoir des marchés plus intégrés. Donc ça veut dire passer un accord en particulier avec la Grande-Bretagne sur les transferts financiers, justement? Alors non, ça demande d'abord de se mettre d'accord au niveau de la zone euro sur ce qu'on veut faire, et notamment des marchés de capitaux, par exemple, aussi plus profonds. Ensuite, il faudra définir avec la Grande-Bretagne les relations qu'on aura sur ce secteur-là comme sur d'autres. Et en attendant, est-ce que vous pensez justement prendre des impatriés en France? C'est-à-dire ramener justement donc une partie des effectifs londoniens à Paris? Oui, nous avons dit que potentiellement nous pourrions avoir entre 300 et 400 personnes, 400 emplois qui se rapatrient sur Paris en fonction du scénario. Nous sommes une des banques les moins impactées en même temps, si vous voulez, parce qu'on est de deux côtés de la Manche. 300 à 500, c'est tout de même important. 300 à 400, oui, enfin, c'est pas non plus gigantesque, mais nous sommes des deux côtés de la Manche. Vous voyez, nous avons fait dès le départ aussi le pari. Mais c'est possible, vous pensez, dans un horizon proche, qui revienne? Bien sûr, si vous voulez, Paris aujourd'hui et la France retrouvent de l'attractivité. Comment Londres va-t-elle évoluer? Alors, je pense que Londres va rester une place financière importante, parce que les Britanniques, vous savez, sont des gens pragmatiques. Ce sont des gens qui continueront eux-mêmes à essayer d'attirer des capitaux de l'étranger. En revanche, c'est vrai que c'est un changement, ça peut être un changement profond si la zone euro pose des règles. La sortie du marché unique va avoir des conséquences. Est-ce que ça pourrait devenir une sorte de paradis fiscal en Europe, Londres? C'est la notion de paradis fiscal. Qu'est-ce qu'on appelle la notion... C'est-à-dire que la fiscalité soit si basse qu'elle en ferait... Le Royaume-Uni, probablement, regardera effectivement à ce que sa fiscalité soit attractive, comme d'autres pays le font. Regardez ce qui se passe aux États-Unis, somme toute. Donc, tous les pays sont en train d'essayer de créer des fiscalités attractives pour les investisseurs. Le Royaume-Uni le fera probablement. On parle beaucoup de la fintech ici, donc tout ce qui est lié, enfin la finance en ligne pour le dire en français. Comment est-ce qu'une vieille banque, comme une banque ancienne comme la Société Générale, peut-elle s'adapter à un monde qui évolue aussi vite? On parle de la banque Orange, mais il y en a d'autres, à toute cette bancarisation en ligne. D'abord, c'est la grande transformation, l'émergence de ces technologies numériques qui permettent d'offrir des services différents, nouveaux, de meilleure qualité, à moindre coût, à des clients qui eux-mêmes changent, c'est la grande affaire des services financiers. Parce que vos marges, par exemple, dans les services traditionnels, se sont fortement réduites. Bien sûr. Donc, l'enjeu, c'est justement de s'adapter aux besoins des clients, d'adopter ces nouvelles technologies. Et ça passe par plusieurs choses. Il n'y a pas une recette miracle. C'est plus difficile pour vous, par exemple, que pour un nouvel entrant. Si vous voulez, nous, la difficulté, c'est qu'on a non seulement à penser à bâtir le futur, mais aussi à transformer l'existant, les réseaux existants, les systèmes d'information existants. Le tout, c'est de se concentrer là-dessus, de donner les moyens d'investir,
de changer culturellement. Moi-même, vous savez, je participe à cela, je code. J'ai commencé, vous codez, je code. Vous avez appris à coder? Oui, enfin, je fais du Python, du coding Python pour comprendre ce que c'est. Et vous demandez aussi aux employés de le faire, non, de se mettre au coding? Je leur demande pas, mais coding. je les incite à se rapprocher de ces technologies. Il faut penser à un monde ouvert, de partenariat, de coopération, notamment avec les fintechs, si ça nous permet d'accélérer, nous-mêmes de contribution à d'autres. Alors en Afrique, vous avez lancé justement YOP, on prononce YOP, YQP, YOP. Ouais. Donc c'est une solution de mobile money et c'est un peu votre façon de vous inscrire dans cette évolution? C'est un très bel exemple de ce qu'on vient de parler. YOP, ça a été créé avec une fintech qui s'appelle TagPay, dans lequel on a mis de l'argent pour lui permettre aussi de se développer en Afrique. C'est un portefeuille électronique. Ça permet à quoi? À des Africains qui n'ont pas de compte bancaire, avec leur téléphone, en se rapprochant d'un terminal, dans des stations-service, chez des commerçants, de déposer de l'argent, de retirer de l'argent et de payer en ligne. Donc vous voyez, l'Afrique, elle va probablement aller plus vite que nous, c'est-à-dire qu'elle ne passera pas par le stade de multiples agences. Elle va aller directement vers des technologies numériques pour les paiements notamment. Donc vous êtes présent dans quel pays avec On est présent au total en Afrique, on est dans 19 pays. Dans cette technologie en particulier? Nous sommes dans la grande banque internationale avec Standard Chartered présente en Afrique et nous lançons cette marque dans 6 pays. Je l'ai lancée moi-même, je l'ai inaugurée au Sénégal en début 2017. Donc c'est une véritable ambition pour le groupe parce qu'on a l'impression que justement les Français, en tout cas dans la finance, sont très absents de l'Afrique. Lorsqu'on les compare par exemple aux Marocains. Qui ont des vrais rapports justement avec l'Afrique de l'Ouest. La Société Générale a fait du développement en Afrique un élément cœur de sa stratégie. Nous sommes présents au Maroc depuis plus de 100 ans. Nous sommes présents en Côte d'Ivoire et au Cameroun depuis plus de 50 ans. Et nous n'avons cessé de nous développer. Et nous avons l'ambition de nous développer parce que l'Afrique, c'est une opportunité formidable pour l'Europe et nous devons assurer le développement économique local en Afrique parce que sinon, les flux migratoires sont très difficiles à contrôler pour l'Europe. Je vois de plus en plus d'argent, d'intérêt qui vient de la part des organismes de développement pour assurer ce développement. Et nous, banques internationales, présentes localement dans les économies, que ce soit en microcrédit, en appui aux PME ou que ce soit dans les grands projets, on a un rôle considérable à jouer. Mais pour ces banques en ligne, la problématique tout de même, c'est le contrôle parce que vous le faites sans véritable ouverture de compte en banque. C'est comme ça que ça se passe? Nous faisons sans ouverture de compte en banque formalisée, mais nous sommes soumis, bien entendu, à toutes les règles de conformité pour la connaissance du client. Donc la connaissance du client. C'est toute la difficulté, j'imagine. Vous savez, les nouvelles technologies peuvent faire maintenant, on peut faire la reconnaissance biométrique. Il y a des nouvelles technologies qui permettent de contrôler l'identité d'une manière différente. On entend dire que Telegram va créer un Bitcoin. Qu'est-ce que vous pensez du Bitcoin? Autant, si vous voulez, nous sommes très convaincus des technologies de cryptage. Et d'ailleurs, nous venons de participer à une expérience avec Louis Dreyfus pour utiliser des technologies dites de blockchain pour faire pour un cargo de soja, du trade finance. Autant je suis très très sceptique sur cette monnaie, si vous voulez, car on la voit, elle est très très volatile, il y a de l'anonymat. Derrière, on sait qu'il peut y avoir de l'argent blanchi. J'incite donc à la plus extrême prudence vis-à-vis de Bitcoin. L'engouement est-il légitime, l'engouement pour cette monnaie? L'engouement, c'est de se dire, avec 100 €, d'un coup, on va devenir millionnaire. C'est assez logique d'avoir une espèce d'excitation autour de ça. Je pense que c'est un petit peu comme aller au casino. Vous mettez 100 €, peut-être que vous serez millionnaire, mais la probabilité est assez modeste par rapport au risque de perdre les 100 €. Et derrière, ça peut cacher effectivement des transferts d'argent sale, le Bitcoin? Vous savez, le directeur général de TracFin s'est exprimé sur ce sujet en termes assez clairs. Donc il faut être prudent, c'est ce que vous diriez. Je pense qu'il faut être prudent. Donald Trump mise sur une réforme fiscale. Il fait baisser donc les impôts pour les sociétés. En quoi ça vous impacte? Parce que j'ai vu que la Société Générale, justement, provisionnait. Alors là, on entre dans beaucoup de techniques. Ça impacte beaucoup de banques sur les pertes passées, si vous voulez, sur des techniques d'impôt différé actif. Je ne veux pas entrer dans le détail. En revanche, donc sur le passé, c'est une forme de charge à provisionner. À l'inverse, sur le futur, non, sur l'immédiat, non. Le futur, dans les profits futurs, ça profitera à tous les acteurs présents aux États-Unis, puisqu'ils verront effectivement leurs profits moins taxés. Vous pensez que c'est une bonne mesure globale, justement, de baisser les impôts aux États-Unis, les impôts sur les sociétés? Moi, je ne suis pas là pour juger la politique économique américaine. Nous sommes dans un monde… Non, mais ça vous intéresse, vous, en tant que… Nous sommes, si vous voulez, dans un monde où, premièrement, il faut faire attention, effectivement, au niveau de fiscalité en relatif. Deuxièmement, il faut regarder aussi les déficits publics. Il se trouve que les États-Unis peuvent probablement s'offrir des choses que d'autres pays ne peuvent pas, puisque finalement, le dollar est une monnaie roi et qu'au fond, les déficits sont largement financés par de la dette. Parce que les marchés financiers ont très bien accueilli cette mesure. Oui, ils sont euphoriques. Ils vont rester euphoriques longtemps, les marchés?
Alors oui, je pense en tout cas, qu'est-ce qu'ils voient eux? Des bénéfices supérieurs pour les entreprises américaines, donc derrière potentiellement des dividendes plus élevés. Tout ça est très court terme? Il faudra regarder à plus long terme, hein, parce qu'effectivement, les conséquences à plus long terme de ces mesures dépendent aussi de plein d'autres facteurs, des éléments de commerce international, de la conjoncture, de la politique budgétaire. Enfin bref, ce type de mesure peut aussi avoir à long terme des effets plus négatifs. L'affaire Kerviel, c'était il y a 10 ans. Bercy a notifié un redressement fiscal de 2,2 milliards d'euros. Vous confirmez, Frédéric Oudéa? Non, il n'y a rien de nouveau dans ce dossier. Je rappelle d'abord que ça fait 10 ans. Ça fait partie de l'histoire de la Société Générale. On a tiré les leçons de cette affaire. Et aujourd'hui, on se tourne vers les 10 ans du futur, pas les 10 ans du passé. Nous n'avons fait dans le domaine fiscal qu'appliquer la règle de droit. En matière de fiscalité, c'est le droit qui l'emporte. À quoi correspond cette somme, en fait? Cette somme, c'est les pertes de facto liées à la fraude Kerviel. Et donc vous allez payer, j'imagine? Les actionnaires ont absorbé le coût. Et ensuite, les impôts, vous savez, les impôts, c'est une différence entre des recettes et des charges. Et ça, pour tout le monde, pour le boulanger du coin, comme pour la grande entreprise Société Générale, ce sont les mêmes règles de droit. Quand vous dites que vous avez tiré les leçons de cette affaire, c'est quoi votre conclusion, finalement? Si vous voulez, c'est qu'il y avait certainement des contrôles. Enfin, vous savez, les enjeux de culture et de conduite et de contrôle sont au cœur désormais des stratégies des banques et de la Société Générale en particulier. Nous déployons depuis maintenant 1 an et demi notamment un vaste programme. Vous n'imaginez probablement pas le nombre de personnes qui se consacrent au contrôle. C'est à peu près pas loin de 10 000 personnes à la Société Générale. Donc des contrôles qui n'existaient pas à l'époque? Qui n'étaient pas en tout cas aussi systématiques. L'architecture de contrôle s'est renforcée. Dans toutes les banques d'ailleurs, parce que vous l'avez vu par la suite, toutes les banques ont eu aussi des affaires diverses. C'est une des grandes leçons de la crise, renforcement des contrôles, c'est au cœur de notre stratégie là également. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Frédéric Oudéa. Merci à vous de nous avoir suivis et restez avec nous sur France 24.